Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance virtuelle aujourd'hui. Nous allons parler des programmes de santé qui transforment le genre. Nous allons examiner les meilleures pratiques émergentes et les approches communes. Comme nous le savons tous, l'intersection de la santé, les droits de la personne et de la justice sociale sont désormais bien reconnus, oui, dans le secteur de la santé mondiale. Et cela se reflète de plus en plus dans le travail des partenaires canadiens au cours des dernières années. Et surtout depuis l'introduction de la politique féministe d'aide internationale. On peut observer que les membres ont fait progresser l'innovation sectorielle et les meilleures pratiques en matière de programmes de santé sexo-spécifiques. Bien que les missions et les mandats des membres soient extrêmement variés, d'importants points communs sont apparus parmi les programmes en matière de santé pour les femmes, les enfants. Alors, aujourd'hui, nous invitons à participer, à écouter quelques discussions justement sur trois initiatives distinctes. La première est un modèle conceptuel, le programme de transformation de la nutrition. L'autre est un programme de transformation de la santé dans 5 pays. Enfin, une initiative virtuelle de renforcement des capacités qui peut être considérée comme un module de formation sur l'égalité des sexes. Nous allons explorer comment ces éléments distincts portent tous la marque d'un programme de transformation de deux manières différentes. Une conception consultative est fondée sur des preuves, une approche holistique est fondée sur les droits, qui place l'individu au centre, et les défis inhérents au travail, visant à générer un changement social. La discussion sera une exploration dans laquelle chacun de nous partageront une perspective unique et introduira les éléments de transformation de nos initiatives respectives. J'inviterai mes collègues Safe et Meredith à se présenter d'abord, puis nous ferons chacun une courte présentation des éléments que nous apportons à la discussion. Meredith? Bonjour, mon nom est Meredith Holt McKenzie. Je suis conseillère principale en matière d'égalité des sexes à World Vision Canada, Vision mondiale Canada. Bonjour, je m'appelle Safé Chaudhry. Je suis conseiller principal en qualité au plan international Canada, oui. Bonjour, je m'appelle Jen Dondo et je suis consultante indépendante, conceptrice et animatrice de modules de formation sur l'égalité des sexes de Kim Watches. Alors, Meredith, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Jen. C'est un plaisir aujourd'hui de parler à vous de cadre de transformation basé sur les genres en matière de nutrition. Ce projet, donc un cadre sexo-transformateur en nutrition. Au début, notre conversation a commencé à explorer largement la relation entre l'égalité des sexes et la nutrition, et nous avons rapidement reconnu qu'il était nécessaire de disposer d'un cadre conceptuel qui décrit la complexité de la nutrition dans une optique d'intégrité, intégrée plutôt de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. C'est donc dans cet esprit qu'une coalition a été formée en mars 2020. Avec Save the Children Canada, Nutrition International, Action Against Hunger International, Vision mondiale. Nous sommes un institut de recherche, oui, et les autres que l'on voit en haut ici avec le soutien d'Affaires mondiales Canada. La coalition a développé un cadre conceptuel que nous appelons le cadre de transformation de la nutrition, un cadre transformateur en nutrition, oui, GTFN. En développant le GTFN, notre objectif principal, en tant que coalition, en le présentant, est de faire la promotion et la recherche. Notre objectif est de veiller à ce qu'il continue à être fondé sur des données probantes et à ce qu'il soit bénéfique pour les programmes et la réponse humanitaire pour les principaux organismes mondiaux de nutrition. J'espère qu'aujourd'hui, partager suffisamment le cadre avec vous pour que vous ayez une idée de ce qu'il existe et comment aussi répondre aux défauts qui existent dans les programmes dans le monde. Donc, la fierté, comme j'ai mentionné, c'est une intervention dirigée par le Canada impliquant certains acteurs majeurs dans la nutrition mondiale. Il s'agit d'une entreprise de grande envergure. Pendant un an, nous avons procédé à un examen des articles et afin de sélectionner ceux qui décrivent des études portant spécifiquement sur le genre et la nutrition. Seuls 41 articles répondent aux critères d'inclusion. Nous utilisons le cadre de l'UNICEF sur la nutrition, pour la malnutrition, oui, sur les causes de la sous-nutrition qui a été développée au début des années 90 pour organiser les résultats. Et parce que le cadre de l'UNICEF identifie les causes immédiates sous-jacentes et fondamentales de la nutrition et reconnaît la dimension multisectorielle de celle-ci, il a fourni une base solide à partir de laquelle il est possible de décortiquer les différents domaines de la malnutrition tout en tenant compte de la complexité de l'autonomisation et des normes du genre, oui. Mais nous sommes heurtés à la nature linéaire du cadre de l'UNICEF car nous avons estimé qu'il était trop limitatif compte tenu de l'interdépendance des différents domaines.
Nous avons finalement adopté un modèle plus circulaire. Mais pendant que ce nouveau cadre nous aidera à comprendre comment les institutions et les relations de pouvoir liées aux normes sexospécifiques privent les filles et les femmes de leur autonomie en provoquant un accès inégal à l'alimentation, aux services de santé, de nutrition, à l'éducation, aux ressources agricoles, au marché et aux technologies, entre autres. Aussi, plus nous aider à identifier des points d'entrée et d'aborder les interactions complexes et sexospécifiques entre les nombreux facteurs de malnutrition. Ainsi, si ce cadre innovant aide les participants et les praticiens et les décideurs politiques à identifier les interventions, eh bien, il fournit aussi des outils, des approches fondées sur des preuves pour la conception, la mise en œuvre et la suivi et l'évaluation du programme. Mais ce qui distingue réellement, à notre avis, le GTFS, c'est qu'il identifie plutôt des interactions entre les systèmes de prestations et reconnaît les relations complexes entre les individus, entre les ménages, la société, qui ont des impacts sur l'égalité des genres et la nutrition. Je vais donc entrer un peu plus dans les détails sur le cadre. D'abord, en son centre, pour comprendre tout cela, mais les ressources et les agences offrent une opportunité de structure pour influencer la façon dont les femmes et les filles se forment l'autonomisation dans leur vie. Au centre du cadre se trouve le concept d'agence ou d'agency en anglais, la capacité de définir ses objectifs et à agir en conséquence. L'agence est le plus souvent considérée comme un pouvoir de décision, mais elle comprend également la capacité de négocier, à influencer ou à exercer un contrôle sur sa vie. Pour pouvoir agir, les femmes et les filles doivent également avoir les ressources nécessaires pour le faire. Pour ce faire, et cela peut aller des actifs financiers, la richesse matérielle, aux infrastructures essentielles, en passant par le temps et le travail de formation, la mobilité et l'intégrité corporelle. Il est impossible que les femmes aient des capacités au-dessus de cette structure. Elles seront incapables d'agir pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La structure d'opportunité fait donc référence à la présence et au fonctionnement des institutions formelles et informelles, des lois, des cadres réglementaires et des normes réagissant au comportement qui affectent l'agence des filles et des femmes et l'accès aux ressources. L'autonomisation des femmes se produit lorsque chacun de ces éléments est activé et se renforce mutuellement. Ainsi, le cercle extérieur se compose de 7 domaines multisectoriels. Le placement central de ces cercles d'autonomisation permet de faire 3 choses. D'abord, comprendre les impacts systémiques de l'inégalité entre les sexes dans chacun de ces domaines. Deuxièmement, identifier l'interaction entre les domaines qui contribuent à la malnutrition des filles et des femmes et identifier les points d'entrée pour l'action qui permettent d'exploiter les ressources de l'agence dans la structure d'opportunité pour conduire à un changement à grande échelle et durable. Se concentrer sur un seul domaine ou sur des agences individuelles ou des canaux de distribution individuels de manière isolée limitera les réalisations en matière d'amélioration de la nutrition et d'égalité des sexes. Ainsi, pour que le progrès vers une nutrition équitable soit catalytique, il faut une plus grande collaboration, un meilleur partage des ressources entre les différents domaines. Ainsi, passons à l'analogie, l'aspect visuel de la fourniture de services dans des silos linéaires, où l'on fait des choses comme celle-ci à un puzzle dont toutes les pièces s'inscrivent dans un tableau plus large d'égalité des sexes et de dominisation. Vous pouvez voir ici dans les anneaux extérieurs du modèle ont changé. J'encourage donc les gens à jeter un coup d'œil à notre site web, www.gendernutritionframework.org. Vous pouvez télécharger le document au complet et le regarder davantage en détail pour voir comment les anneaux interagissent les uns avec les autres. Je vais maintenant repasser la parole à Saif, qui va nous guider à travers l'un des projets. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme nous voulons apprendre dans la région du monde, dans les régions du monde, l'importance d'un cadre solide pour l'égalité des sexes a été essentielle pour toute intervention sexo-transformative. Nous allons simplement mettre quelques diapositives afin d'expliquer en détail les plans au niveau international. Merci. Plan international Canada. Plan international Canada, oui. Tous les projets, en fait, ont une structure en 3 volets. 3 volets
dans un écosystème et 5 dimensions du changement dans le cadre des résultats en matière d'égalité des sexes, 3 niveaux de changement, l'indice d'autonomisation des femmes et des filles et un outil de notation des projets DG. Les projets de plan international ont des résultats financés par Affaires mondiales Canada depuis 2016 dans 3 régions et dans les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud. Au total, ce projet de courte durée a touché 4 millions de femmes, de filles, de garçons et d'hommes dans 5 pays. Le projet SHOW a des résultats spécifiques et des indicateurs correspondants pour construire l'agence individuelle et collective des femmes et des filles en renforçant leurs capacités personnelles, financières et sociaux. Ces résultats sont axés sur l'amélioration des connaissances des femmes, des filles et des hommes en matière de santé maternelle et infantile et de santé sexuelle et reproductive, ainsi que l'accroissement des capacités de prise de décision des femmes et de leur capital social dans les réseaux. Ensuite, si nous parlons des indicateurs qui ont permis de saisir l'augmentation des connaissances des femmes par SHOW, par le CSC, et le pourcentage de femmes aussi qui sont des leaders, des membres dans leur communauté. Aussi, les résultats et les indicateurs relatifs à l'égalité des sexes seront également fixés au niveau du système de santé afin de rendre la prestation de services de santé plus basée sur les résultats. Les résultats sont axés sur la capacité des prestataires de services à offrir des services et des orientations en matière de santé mentale adaptés aux besoins des femmes et des adolescentes, ainsi que le renforcement des protocoles officiels tels que la supervision du soutien. Les indicateurs reflètent le pourcentage d'établissements de santé qui offrent des services et des orientations adaptés aux besoins des femmes et des adolescentes. Si on appuie sur Next, oui, prochaine page. La stratégie d'égalité des genres est un cadre et une approche écologique, l'activité centrale, au centre donc, oui, et s'attaque aux barrières rigides basées sur le genre. Au deuxième niveau, travailler avec les hommes aussi, les influenceurs, au niveau communautaire et au niveau des ménages, et le troisième niveau, et un niveau systématique. Au premier niveau, pour baser l'agence, eh bien, par exemple, des groupes de soutien, à améliorer les connaissances, le leadership aussi dans les communautés, dans le niveau communautaire et les capacités pour influencer les décisions. Ensuite, éduquer les champions masculins, les leaders religieux masculins traditionnels pour promouvoir un message de masculinité positif. En masculinité, oui, des messages adaptés. Dans le troisième niveau, vous verrez que pour des prestations de services SMNE et SDSR basées sur la capacité, le renforcement des capacités des établissements de santé, du personnel et de la sensibilisation des fonctionnaires et des décideurs locaux pour réaliser l'intégration de l'égalité des sexes dans la prestation de services et les références. Regardons les résultats. Parmi ces pays, nous avons remarqué un résultat extrêmement positif qui a été retrouvé à la ligne médiane. Donc, on parle ici de services adaptés aux femmes et aux adolescentes, qui correspondent aussi aux besoins des femmes. Ensuite, si on regarde à partir de la ligne médiane, on va constater que l'adhésion au leadership des femmes dans les comités de santé communautaires de ces pays ont augmenté. Dans beaucoup de ces pays, oui. Et bien que les postes de direction soient encore
en quelque sorte occupés par les hommes, la proportion de femmes occupant des postes de direction a augmenté dans bon nombre de ces pays. Ainsi, une majorité d'adolescentes et de femmes et de partenaires masculins ont déclaré croire que les femmes devraient participer à la prise de décision au niveau communautaire. La prise de décision communautaire, oui, c'est donc amélioré. Très important. Les adolescentes et les femmes, dans 4 pays sur 5, partagent les décisions et sur l'argent du ménage. En plus, c'est versé de façon conjointe avec les partenaires masculins. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi cuisiner, si on doit nourrir l'enfant ou l'allaiter, il s'agit de prendre des décisions financières. C'est pourquoi le changement est un énorme changement dans la relation de pouvoir qui s'est produit. Les adolescentes et les femmes déclarent que les décisions et la planification familiale sont de plus en plus prises conjointement avec les partenaires masculins. Alors, par exemple, il y a eu donc un changement dans la relation de pouvoir dans ces 5 pays, qu'elles prennent davantage part aux décisions, oui. Enfin, le type de connaissance et le type de soutien qui peut être apporté aux femmes et aux filles enceintes reste élevé parmi les partenaires masculins. C'est donc, on parle que les hommes doivent prendre part au continuum de soins, mais aussi le type de soutien, leur rôle, leur participation aux soins à la fois aussi à la maison. Ainsi, les connaissances, les types de soutien, par exemple, amener ma femme à un établissement de santé, participer activement à la gestion de la santé aussi en partageant les tâches et les responsabilités ménagères. Donc, ce sont les résultats qu'on a constatés grâce à ce programme. Et maintenant, je passe la parole à Jen pour sa partie de la présentation. Merci Saïf, merci Meredith. Nous avons eu beaucoup d'initiatives ici. Elles sont très différentes et ce serait formidable de discuter de certaines de leurs similitudes. Pour mon initiative ici que j'apporte à la discussion, peut-être que vous êtes déjà familière avec le renforcement des capacités sur lequel CanWatch a travaillé et a commencé à fournir aussi. Cette formation était vraiment de renforcer la confiance, la capacité des membres de CanWatch en fonction de leurs préférences et de leurs besoins afin de mettre en œuvre la conception, de mesurer, de soutenir les programmes sexo-transformateurs. Pour commencer, qu'est-ce qui fait que cette formation est sexo-transformative? Eh bien, quelques petits trucs. D'abord, nous sommes vraiment concentrés afin de soulever des approches féministes dans la conception, la diffusion et le contenu. L'approche pédagogique est donc vraiment centrée sur l'apprenant, l'utilisateur, l'individu au centre. Et ensuite, on s'appuie sur leur expérience et c'est contextualisé. Donc, la façon dont le programme est conçu est d'être souple, flexible pour les organisations à travers les membres CanWatch, non seulement en termes de mission et de mandat des membres, mais aussi en termes des participants eux-mêmes et identité individuelle qu'ils apportent à la formation et s'assurer qu'ils ont le sentiment qu'il a été conçu pour eux et elles et qu'elles peuvent s'adapter à leurs besoins spécifiques. Et puis, l'expérience. Ils apprennent vraiment. C'est une formation pratico-pratique avec beaucoup de pratique, oui, encore une fois, pour renforcer cette confiance, de sorte que chaque participant se sent un peu plus comme un expert en matière d'égalité des sexes. En termes de principes féministes en particulier, c'est la façon dont ces approches féministes se distinguent vraiment, c'est qu'il y a un programme commun. Il y a du bien et du mal dans la formation. L'idée est que le programme commun est un programme de justice sociale et que nous nous dirigeons tous vers un même objectif, à savoir une société plus égalitaire entre les sexes. Ça commence vraiment avec ce genre de partage, cet accord qui est partagé plus tôt. C'est inclusif et intersectionnel. Nous travaillons très fort pour que ce soit un espace sécuritaire pour tous. Et un espace qui s'adapte au respect, inclus et reflété par tous les participants dans leurs identités et leurs expériences.
aussi une participation significative. Même si c'est une expérience d'apprentissage virtuelle, oui, ce n'est pas facile. Parfois, nous avons vraiment fait un effort pour la rendre significative en termes de possibilités de réflexion personnelle et d'échanges interpersonnels. Et enfin, la création de connaissances par la co-création de connaissances, oui, en fait, c'est un des principes féministes fondamentaux. Que ce soit dans la programmation, dans la formation, d'envisager une approche horizontale de création des connaissances plutôt qu'une approche hiérarchique. Cette formation tente donc d'incarner cette philosophie et passer... Donc, passons à la prochaine page. Un peu d'histoire. Comment ça a été élaboré? Ça a pris probablement plus 2 ans en fait pour le mettre en place. D'abord par une évaluation des besoins. Et ensuite, il y a eu vraiment un processus d'engagement constant entre les membres de la CanWatch, des experts du secteur et les usagers eux-mêmes pour saisir vraiment l'expertise, les besoins et les préférences des membres. Que veulent-ils? De quoi ont-ils besoin afin de redynamiser leur propre contribution à la programmation sexo-transformative? Il y a une liste aussi sur les consultations, les personnes qui ont contribué par leur expertise. À quoi tout cela ressemble-t-il? Bon, c'est un aperçu de la formation ici, afin de comprendre de quoi on parle. Il s'agit de 3 journées complètes, mais qui peuvent être aussi divisées en davantage de journées. On l'a déjà fait en 4 journées et demie, puis une semaine ensuite, et quelques autres demi-journées, afin que ce ne soit pas trop long et puisse s'adapter bien au calendrier des gens. C'est donc une approche de cycle, de projet. Nous penchons d'abord sur le genre 101, afin de partager un langage commun, de comprendre les définitions et la terminologie, etc., afin d'être sur la même longueur d'onde. Ensuite, nous parlons de l'analyse des problèmes, l'identification des problèmes et des éléments de conception de programmes sexo-transformateurs. Et finalement, le module 3 sur les apprentissages, l'imputabilité, les apprentissages féministes et sexo-spécifiques. Dans notre analyse, c'était probablement ce qui était le plus... ce qui avait le plus d'intérêt, suscitait le plus d'intérêt comme volet. Qu'est-ce qui est fourni? À la base, c'est une trousse complète qui peut être donnée aux membres CanWatch, qui peuvent être ensuite à la disposition de notre organisation. CanWatch propose donc une sorte de formation pour les formateurs plutôt. Vous pouvez assister à la formation pour votre propre intérêt ou dans le but de le diffuser dans votre organisation. Mais nous voulons vraiment qu'elle soit complète. Elle comprend donc un guide d'introduction avec la philosophie, l'approche, les conseils sur l'animation, etc. Elle contient des conseils étape par étape pour chaque session, y compris les guides techniques sur la façon de mener une expérience virtuelle en même temps. Ça va être assez simple pour les utilisateurs. Il y a aussi un ensemble de ressources pour les participants, ceux qui se joignent à nous. Les participants ont donc tout ce qu'ils ont besoin sous les yeux, avec les présentations PowerPoint et un guide technologique aussi pour utiliser les plateformes. Et enfin, le contenu et la conception. Quelques éléments à noter. Nous voulons vraiment que cela reflète les meilleures pratiques du secteur et adopte une approche participative. Il y a beaucoup d'opportunités de discussion, d'aborder les choses sous différents angles. À chaque fois que nous avons dispensé cette formation, elle a été différente. Et c'est ce qui la rend significative et pertinente d'ailleurs pour chacun de ces membres de la communauté CanWatch. Deuxièmement, elle est conçue pour les animateurs ayant un niveau d'expérience moyen. Donc, il y a une certaine expérience en termes de formation sur l'égalité des sexes, mais idéalement, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir un conseiller en matière d'égalité des sexes pour votre organisation, car c'est souvent un point focal qui assume ses rôles. Et enfin, il a été conçu pour les partenaires canadiens, les membres canadiens de CanWatch. Mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être transmis à des partenaires internationaux. L'idée est de créer, de fournir des ressources pour promouvoir des programmes de transformation des sexo-transformateurs et aussi veiller à ce qu'ils soient mis en œuvre et développés d'une manière qui résonne avec ces principes féministes.
Donc, c'est l'information. J'ai bien hâte d'en discuter davantage avec vous. Ça y est, votre micro est désactivé. Ouais. Merci. Merci, c'était bien utile. Ce sont des éléments bien différents ici, mais qui font partie d'un programme transformateur. Donc, peut-être nous pourrions commencer avec certaines similitudes en termes de processus de conception et de développement. Par exemple, quelles mesures ou quels processus ont été pris pour s'assurer que chacune de ces initiatives reflète une approche sexo-transformative. Je veux dire que le GTFS n'est qu'un consortium. Ça n'a pas été facile de se mettre d'accord sur l'architecture du cadre. Un point important lorsqu'on fait une co-création de connaissances et que une co-création de design aussi, c'est de prendre le temps. Tel que je l'ai mentionné, ça a pris un an de recherche et ensuite le développement d'un cadre, de nombreux débats, de discussions sur la vision, mais aussi, vous savez, comment cela va être utilisé, qui va l'utiliser et chaque agence a eu le temps et l'espace pour contribuer. Le processus, je dirais, a été très collaboratif, mais en même temps, nous avons encore besoin de le valider au niveau du terrain. Une des choses que j'aimerais mentionner ici qui est importante est qu'il s'agit d'un modèle qui n'est pas destiné simplement à des contextes de ressources limités, mais c'est aussi un cadre qui peut être utilisé dans un cadre canadien ou dans un autre pays industrialisé. Vous savez, il est important que peu importe où vous vous trouvez, il faut reconnaître l'importance des ressources des agences et des structures d'opportunités pour les femmes et les filles dans le monde entier. Et vous savez, ce n'est pas simplement pour les femmes et les filles spécifiquement. Je pense que nous pouvons aussi l'envisager d'un point de vue des hommes et que les problèmes auxquels les garçons sont confrontés dans des contextes différents, leur capacité à accéder des soins de santé pour eux-mêmes aussi. Par conséquent, c'est un cadre assez malléable qui mérite davantage de temps aussi pour le regarder avec les étapes qu'il comprend dans son évolution. Une anecdote assez drôle aussi que je voulais partager est que lorsque nous regardions les définitions des normes de genre, eh bien, ça va parler avec des spécialistes, des experts sur le consortium, un après-midi, qu'est-ce qu'on voulait dire par les terminologies, la formulation, les nuances de ce que l'on voulait dire par les normes de genre, jusqu'à ce que nous arrivions à quelque chose qui était vraiment très satisfaisant. Mais c'était assez dynamique et je crois que cela va évoluer avec le temps, ce qui était clairement une bonne chose. Oui, c'est drôle que vous ayez terminé avec la terminologie ici, parce que je pense que, justement, on a vu sur le groupe de travail sur l'égalité des sexes où nous avons vraiment des discussions profondes sur notre compréhension commune sur les termes. En ce qui a trait à le développement, la conception de formation, c'était vraiment le point de départ il y a quelques années. Tout le monde au sein des membres, et en particulier dans le groupe de travail sur l'égalité des sexes, demandait vraiment pour des ressources et du matériel, des possibilités de renforcement des capacités pour vraiment comprendre et arriver à une compréhension commune. Qu'est-ce qu'on veut dire par transformateur? Qu'est-ce qu'on veut dire par conscient? Qu'est-ce qu'on veut dire par approche féministe? Et je pense que l'une des choses que nous avons réalisées après toutes ces discussions et la conception du contenu de cette formation, c'est que si nous voulons vraiment arriver à une compréhension commune de ces termes, il s'agit plutôt d'une compréhension commune de la signification des termes qui sous-tendent le changement que nous recherchons. Et que nous aimons toutes ces organisations et que tous les membres ont en quelque sorte une approche légèrement différente. Ils utilisent des échelles légèrement différentes, des terminologies légèrement différentes, mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir une compréhension commune du type de changement que nous voulons voir. Comme par exemple, comment comprendre le changement que nous recherchons. Nous passons donc beaucoup de temps à développer cette formation, à parler de différents membres, à avoir de très bonnes conversations et à quelques excellentes conversations, oui. Nous avons travaillé sur des conférences communes, n'est-ce pas, afin de comprendre ce changement.
dans le développement du contenu, l'information. Nous sommes vraiment concentrés sur cette compréhension conceptuelle plutôt. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter et explorer ce que nous voulons dire par transformateur, par condition versus position, et comment cela va nous aider à comprendre le rôle du pouvoir dans le changement sexo-transformateur. Et lorsque l'on explore ces concepts, tout le monde repart avec une compréhension beaucoup plus approfondie, peu importe la terminologie utilisée par votre organisation, n'est-ce pas? Alors, ça devient comme, ça fait partie de votre terminologie plutôt que, si on veut... Mais oui, au cours de l'élaboration, durant les consultations, nous avons adopté une approche différente face à la terminologie, comparativement à d'autres formations que j'ai faites, où on voulait vraiment dire qu'est-ce que vous comprenez. Safe, encore une fois, votre micro est désactivé. Oui, la technologie. Merci beaucoup encore une fois. C'est très utile. Et quand on regarde, par exemple, comment ce programme a été conçu dans 5 pays avec des étapes et des processus qui ont été entrepris. Donc, comme pour tout autre projet ou plan au stade de la conception, nous efforcions de comprendre la nature, l'étendue, les causes profondes des inégalités entre les sexes et leur impact sur la santé. Par exemple, celle des femmes. Dans ce cas, l'accès à l'information, aux services, la participation du public, la participation au sein du ménage et au sein de la communauté, la prise de décision et les relations de pouvoir contextuelles autour des mariages aussi, la violence sur les sexes, les mariages forcés et précoces des enfants. Cette question est donc savoir comment collecter les informations, concevoir une stratégie d'égalité des sexes. Une co-création s'est étendue avec des preuves, avec des consultations pour organiser avec des femmes, des filles, des hommes, des garçons, des personnes influentes de la communauté, ainsi que le personnel de la santé et les professionnels dans ces 5 pays. Sur la base de ces données, des résultats et des indicateurs ont été développés. Une stratégie multidimensionnelle d'égalité des sexes a été conçue aussi pour répondre aux défis individuels et communautaires et systémiques liés au genre. Au stade de la conception, les activités de ces stratégies ont été contextualisées pour un impact maximal et car ce projet était opérationnel dans des pays très divers. C'est pourquoi la contextualisation était si importante. Deuxièmement, une évaluation approfondie des inégalités a été réalisée dès le début du projet. Une évaluation des entités en matière d'égalité des sexes a été effectuée dans tous ces pays, dans les lieux ciblés. La stratégie a été validée et contextualisée davantage pour chacun des pays. Ces évaluations ont été réalisées avec une consultation approfondie qui cible les femmes et les filles, les hommes et les garçons. La nature de ces activités est donc un autre domaine important. L'élément clé de la stratégie est de s'assurer que la stratégie s'attaque aux relations de pouvoir par le biais d'interventions approfondies et réfléchies plutôt que par des actions éducatives ponctuelles. C'est un élément clé pour toute approche transformative d'égalité des sexes. L'intensité des interventions et le contenu de l'approche. Ce sont des éléments importants pour toutes les étapes du processus, car nous devons, car nous concevons une sorte de programme qui est sexo-transformateur, n'est-ce pas? Oui, merci. Je pense que l'une des choses que j'ai remarqué aussi, comme toutes nos expériences en termes de conception de planification, c'est qu'il faut investir beaucoup de temps pour vraiment générer ce genre de connaissances, d'opportunités de co-création qui, vous savez, doit vraiment être à la base d'une programmation transformative. Il y a aussi un fil conducteur similaire que j'ai remarqué dans ces travaux que nous amenons ici à la table. Et c'est que je peux voir que l'individu est au centre. C'est un fil conducteur fort dans chacune de ces pièces transformatives. Est-ce que l'on peut partager sur pourquoi c'est important et à quoi tout cela ressemble? Comment ça se traduit dans vos initiatives?
Oui, ben, je vais répondre à cette question et ensuite nous avons une courte vidéo et on pourra ensuite répondre à tout cela. En ce qui a trait aux options soins de santé pour les femmes, les filles et les bébés, quelles sont les barrières qui empêchent un accès précoce? Le pouvoir de décider, le manque de support familial, les connaissances des services. La distance, le manque de transport, la sécurité, le manque de fonds, le manque de personnel, le manque d'équipement ou de médicaments, les temps d'attente longs. Aider les femmes, les filles et les hommes partout dans le monde à changer l'histoire de la naissance. Cette vidéo montre aussi clairement que tout programme de transformation du genre, par définition, doit être basé sur des droits, ce qui signifie qu'il est conçu pour que les détenteurs de droits, qui sont des individus puissent exiger l'exercice et la réalisation de leurs droits. Ainsi, dans le cadre de SHOW, il s'agit des droits de la santé, particulièrement à la santé reproductive. Donc, pour qu'un individu, comme nous l'avons mentionné dans le titre, soit au centre de toute programmation, pour que l'individu puisse réaliser ses droits, 3 conditions doivent être remplies. Premièrement, les titulaires de droits, dans le cas de SHOW, une femme en âge de procréer et qui est en mesure de faire des choix éclairés, individuellement et collectivement, et d'agir en fonction de ses choix également, et de revendiquer ses droits. Il faut donc que les organismes individuels et collectifs se renforcent considérablement. C'est l'objectif des activités d'autonomisation sur les femmes, les filles individuelles par l'éducation, la capacité de renforcement, la mise en réseau, la création de réseaux, l'autonomisation économique, etc. Deuxièmement, pour que les détenteurs puissent exercer leurs droits d'action et les revendiquer, tout cela, il faut un environnement social favorable, un capital social pour que les femmes et les filles puissent le faire. Ça, c'est une de travailler encore une fois avec les porteurs et des détenteurs de pouvoirs collectifs et individuels dans les familles et les communautés pour changer les comportements bien ancrés dans les relations inéquitables. Par exemple, dans SHOW, avec l'engagement avec des hommes, des pères, des garçons, les chefs religieux. Dans les 5 pays, des clubs de pères ont été créés et nous sommes donc engagés afin de créer des groupes engagés. Par exemple, au Nigeria, les chefs religieux sont engagés à participer à des travaux. Et au 3e niveau, les titulaires de droits individuels doivent être en mesure de réaliser leurs droits. Le processus et les services du système doivent être adaptés au genre et aux besoins interpersonnels. Et cela afin que leur capacité de bâtir des capacités a permis à changer les comportements et les attitudes en faveur d'une plus grande égalité des sexes. Merci, Saïf. J'ai moi-même beaucoup d'expérience dans la programmation que dans le développement de cadres conceptuels. J'ai vraiment apprécié de travailler sur cet élément ici parce qu'il applique une théorie de l'autonomisation des femmes à la programmation de la nutrition et la place des femmes au centre du processus. C'est quelque chose que comme vous savez, je fais de façon intuitive, comme on fait de façon régulière dans le travail, mais d'entrer dans cette littérature, de regarder les écrits, d'explorer de façon conceptuelle les cadres qui existent avec des gens comme Kabir, Malhotra et Batchewala, et que d'autres ont mis en place, c'était vraiment, vraiment intéressant. L'idée que le GTFN, le cadre sexo-transformateur de la nutrition, qu'il est construit autour de ces éléments centraux de ressources, d'agences, d'opportunités, de structures pour se renforcer mutuellement afin de faciliter l'autonomisation. Si on nommait un élément, ça signifie que l'on s'arrête à un ingrédient essentiel et que l'ensemble ne fonctionnera pas. D'ailleurs, si l'on regarde bien l'image, il s'agit en fait des engrenages. Et si on en nommait un, la roue ne tournera pas.
Ce qui est important dans ce cadre ici, très innovateur, est que l'on regarde ces variables clés et la façon dont elles interagissent dans plusieurs domaines de la vie. Par exemple, l'alimentation, la santé, l'éducation. Un changement dans un domaine affecte l'ensemble de l'écosystème. C'est complexe, adaptatif, ce n'est pas linéaire, parce que c'est ce dont les femmes et les filles ont dit qu'elles ont besoin, et c'est la vie. La vie, ce n'est pas simplement une ligne droite. Il y a plusieurs impacts sur notre capacité d'aller au point A, au point B. Et c'est ce que représente l'autonomisation. Le cadre a donc une approche intersectionnelle basée sur les droits de la personne. Le fait d'être autonome dans un domaine de sa vie peut avoir des effets, des répercussions positives et négatives sur les autres. Ainsi, par exemple, être autonome économiquement, gagnant et en contrôlant ses revenus peut vous permettre d'acheter plus de nourriture pour vous, votre famille, vos enfants. Et ça peut également conduire à une augmentation des conflits et des risques de violence entre partenaires. Mais donc, comment le cadre aborde la question et comment tous ces aspects interagissent ensemble? Et en essayant d'y essaie d'y répondre, au moins. Oui, j'aime bien la façon dont toutes ces composantes fonctionnent. C'est réellement... les engrenages, c'est une excellente métaphore, c'est la façon dont on comprend la conception de ces idées complexes, l'intersection de ces éléments complexes, n'est-ce pas? Pour la formation, eh bien, c'est devenu de plus en plus clair qu'il y avait un message central. L'individu au centre et la base. C'est une meilleure pratique, n'est-ce pas? Aussi, l'individu doit être au centre, n'est-ce pas? Par exemple, comme on dit dans la formation, vous êtes familier avec le changement transformateur comme étant positionné ou offert comme étant instrumental. Ça veut dire autonomiser les femmes, donner des opportunités pour augmenter l'agence, pour faire croître l'économie, pour arriver à ceci, pour arriver à cela. Ce qu'on voulait vraiment souligner est la valeur intrinsèque des droits de la personne. Le changement social, la justice sociale est d'abord un droit, et ensuite, il y a des bénéfices communautaires, n'est-ce pas? Pour nous, nous avons vu à quel point c'était essentiel que l'individu soit au centre et soit la force derrière le programme qui cherche des changements transformateurs. Et bien sûr, on en parle beaucoup ici dans les formations, mais cette idée peut être appliquée dans différents secteurs. On en parle aussi souvent avec Meredith et Saïf aussi dans le groupe de travail. Mais il y a cette idée que si nous plaçons les droits de la personne au niveau de l'impact, si on regardait les droits de la personne comme résultat final, et pas juste comme secondaire, comme augmenter la nutrition ou réduire la mortalité infantile. Et si on regarde l'empouvoirment, les droits aussi basés sur cela, bien, il y a durant la formation, on voit à quel point il y a des relations, c'est interrelié avec une approche féministe aussi, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir à quel point c'est similaire avec ces éléments différents dans les trois initiatives. Jen, j'adore à quel point vous soulevez le défi de la mesure de l'autonomisation des femmes et des filles. J'y pensais moi-même, mais ce sont tous des efforts transformateurs qui ont des défis qui y sont associés. Et je me demande si, en fait, quels sont certains des défis que l'on peut répondre ensemble. Jen, si vous voulez peut-être ajouter sur ce point ici.
Comment est-ce que tout ça a été reçu? Oui, ben, autre qu'avec la COVID-19, là, qui a été clairement le plus gros problème, et adapter ce que l'on anticipait, qui était plutôt une formation en présence, là, l'adapter à une présence virtuelle, eh bien, quels sont les éléments transformateurs qui ont aussi présenté des défis? Pour nous, un élément important est qu'il y a une tendance de vouloir une formule. Lorsqu'il y a une initiative de bâtir sur les compétences, dites-moi quoi faire, dites-moi comment le concevoir. Mais sur le changement transformateur, puisque c'est aussi complexe, il n'y a pas de formule, n'est-ce pas? C'est une question de bâtir une perspective pour bâtir des compétences, pour comprendre qu'une réponse, comment peut être appliquée une réponse transformative. Et au début, c'est vraiment ces obstacles de penser à, bon, est-ce qu'il y a une seule façon de faire? Est-ce qu'il y a une formule à appliquer? Une solution étape par étape. Un deuxième défi, je dirais que de nombreuses personnes connaissent déjà comment intégrer des approches sensibles au genre, mais sentent que les approches transformatives sont plus ou sont qu'il doit y avoir une certaine expertise, ou qu'il doit y avoir un consultant, ou une expertise externe qui s'y rattache, que l'on amène ici. Dans ce programme, c'est une question que tout le monde sent qu'il peut appartenir à cette force transformative. Donc, l'objectif à surmonter est que certaines pensent que c'est un peu intimidant, c'est beaucoup. Que l'on soit en communication, en finance, ou en programmation, ou peu importe votre domaine en recherche, vous êtes aussi un expert en égalité des genres. Et c'est aussi ce genre de défi que on s'est donné pour générer de la participation, n'est-ce pas? Que vous pouvez opérer des changements, peu importe ce que vous voulez, dans le cadre de votre travail. Meredith, cette question est très intéressante. Bref, pensez au programme sexo-transformateur. On a vu aussi que les engagements sur principe ne suivent pas vraiment les engagements financiers. Les engagements doivent être long terme, des opportunités co-créées, donc sur le plus long terme, plutôt que le paradigme actuel de la programmation, où l'on veut des résultats sur le court terme avec des résultats rapides. Il y a donc très peu d'espace dans ce cadre rigide. Souvent, l'égalité des genres est vue comme étant un extra dans un programme un programme de santé, plutôt qu'un résultat nécessaire de façon autonome. Souvent, lorsqu'il y a des coupures budgétaires, par exemple, inévitablement, il va y avoir des effets sur les activités basées sur le genre. De façon similaire aussi, sur le terrain, les investissements nécessitent que il y a des organisations communautaires qui sont prêtes. On parle ici de bâtir la capacité pour mettre en œuvre un programme. Les partenaires sont vus comme ceux qui le mettent en œuvre, qui livrent un projet, plutôt que d'être les moteurs d'un changement contextuel à long terme.
le support de capacité à ses partenaires est souvent, ou prend souvent la forme de formation plutôt que de renforcement à long terme des capacités de programmes de qualité qui sont sexo-transformateurs. Finalement, les capacités et les engagements sont présents, mais il est vital de voir que dans les politiques nationales, la logistique, les ministères, etc., sont plus souvent qu'autrement sous-financés ou un peu mis en marge. L'adhésion de ces joueurs clés est difficile. Ce sont des joueurs clés, mais si leur position n'est pas de joueurs clés, bien, ça peut être plus difficile de les amener à une adhésion à ces programmes. C'est un effort constant. Vous avez les deux mentionné de façon différente ce défi d'utiliser d'autres éléments. On parle ici de mesures reliées à la santé comme étant des mesures nous donnant le pouls sur ce qui se passe. Notre rôle est de créer des espaces pour voir l'interaction des normes des genres dans ces lieux et d'essayer d'explorer davantage tout cela. Il y a on prend en compte que on est d'accord sur comment faire une approche et tout cela, mais souvent ça veut dire que ce qu'on souligne, c'est une approche excellente sur les très linéaire, où on peut penser qu'il y a une ligne d'arrivée, un fil d'arrivée, mais ce n'est pas une excellente façon de transférer tout cela, surtout l'autonomisation qui n'est pas une expérience linéaire pour les gens. Dans le secteur de la nutrition, de façon historique, nous avons évalué le succès sur des mesures numériques et les résultats d'interventions spécifiques. Par exemple, de fer qui est donné à des femmes enceintes pour ne pas qu'il y ait d'accouchements prématurés, mais aussi en tant que consortium, nous voulions dépasser une perspective linéaire. Je l'ai mentionné un peu plus tôt aussi. Ces cadres linéaires n'ont pas fonctionné si bien pour nous. Par exemple, le fer. Que fait l'implémentation du fer pour voir la relation et la capacité à renforcer l'autonomisation des femmes. Une des choses que mentionne le cadre est qu'on ne peut pas autonomiser quelqu'un d'autre. Les gens s'autonomisent, s'habilitent eux-mêmes et il y a le pouvoir de le faire qui vient d'elle-même. Alors, c'est une question de créer cet espace afin de voir se produire ce genre de choses. Je me rappelle, un des panélistes sur les femmes enceintes, je ne veux pas vraiment dire qui c'était. Il y avait un argument d'une femme et puis un homme aussi qui venait de deux endroits différents. Il dit, je veux pas que tu me donnes, tu m'habilites. Je veux simplement que tu amplifies. Je veux pas que tu me donnes une voix, je veux que tu l'amplifies. Et ça m'est vraiment resté en tête. Je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire ici. Amplifier l'expérience des femmes et des filles dans leur accès, dans ce cas-là, dans le GTFN, à la nutrition aussi, mais regarder les différentes barrières et endroits sur une base régulière et voir comment ces espaces ont un effet sur la possibilité que ces femmes, dans le cas du fer, eh bien, de supplémenter leur nutrition et tout cela. Un des problèmes est que souvent, en fait, les donateurs ont cette idée, bon, mesurons
le nombre de doses de fer qui ont été livrées, par exemple. Je pense que nous avons besoin de travailler davantage avec Affaires mondiales Canada et d'autres donateurs pour voir la façon de répondre à cela différemment. C'était une conversation vraiment géniale. Merci Meredith et Jen pour cette excellente discussion. En peu de temps, nous avons réussi à couvrir beaucoup d'un modèle conceptuel de la nutrition, du programme sexo-transformateur, dans comment nous pouvons transformer ces programmes dans 5 pays aussi, et l'égalité des genres. J'espère que tous dans cette séance en ont profité sur ceci de la part de nous tous. Merci beaucoup. Merci.